Alors tu devrais me remercier, pauvre fille. J'ai éliminé l'odeur de la pauvreté pour toi. Ces mots furent suivis d'un jet de champagne en plein visage. Tout cela se passa alors que j'étais venue saluer la famille de mon fiancé. Loin de s'inquiéter pour moi, Jean, mon fiancé, éclata de rire, comme pour se moquer ouvertement. Je compris aussitôt que mes efforts pour me coiffer avec soin et choisir une tenue élégante n'avaient servi à rien. Tout ce que je ressentais à cet instant, c'était un immense vide. Je vais donc mettre un terme à notre contrat avec votre entreprise. Comment? À ces mots, Kelly, la mère de Jean, qui venait de me lancer le champagne au visage, et Jean lui-même, affichèrent une expression de stupéfaction. Tous deux semblaient incapables de comprendre ce qui se passait. C'est alors que le père de Jean, Monsieur Collin, président de l'entreprise, fit son apparition. Monsieur Collin, vous m'aviez confié il y a quelque temps votre souhait de prendre votre retraite prochainement et de confier vos responsabilités à votre fils. Dans ces conditions, il est légitime de s'interroger sur la fiabilité de votre successeur en tant que futur dirigeant. Peut-être aviez-vous envisagé de consolider notre partenariat à travers ce mariage, mais malheureusement, cela s'est retourné contre vous. Après avoir calmement terminé mon explication, je quittai la pièce, sans un mot de plus. Kelly, qui avait entendu ma conversation avec Monsieur Collin, était tellement bouleversée qu'elle en resta sans voix. Mais évidemment, ce n'est pas la fin de l'histoire. Ils devront assumer les conséquences de leurs actes. Je m'appelle Tania Allier, j'ai 48 ans et je n'ai jamais été mariée. J'ai toujours mené une vie de célibataire, en mettant ma carrière au premier plan et en appréciant mes moments de solitude. Grâce à mes passions, la lecture et le cinéma, j'ai connu des journées bien remplies et satisfaisantes. C'est sans doute pour cela que je n'ai jamais ressenti le besoin de me marier, même en vieillissant. Mais ce printemps-là, en avril, alors que les fleurs étaient en pleine floraison, une demande en mariage inattendue me fut présentée. L'intermédiaire n'était autre que Didier Collin, avec qui j'entretenais une relation professionnelle. Madame Allier, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Qu'en pensez-vous? Au début hésitante, j'ai fini par accepter de rencontrer cette personne sous l'insistance de Monsieur Collin. Il s'agissait de Jean, le fils de Monsieur Collin, du même âge que moi. Il est le benjamin d'une fratrie composée de plusieurs sœurs aînées. Il avait été proche du mariage à plusieurs reprises, mais était toujours resté célibataire. J'aurais une demande, si cela ne vous dérange pas, lui ai-je dit. Notre première rencontre était donc conditionnelle. Pourtant, Jean s'est montré poli, attentionné, et j'ai tout de suite eu de la sympathie pour lui. J'ai même commencé à penser qu'un mariage avec lui pourrait être envisageable. Je lui ai donc proposé que l'on commence à se fréquenter. Tant Didier que Jean accueillirent cette idée avec enthousiasme, et tout sembla bien commencer. Mais je n'aurais jamais imaginé que ce choix allait me conduire vers une situation aussi inattendue. 5 semaines après le début de notre relation, lors de notre 3e rendez-vous, Jean déclara en souriant. « On est déjà comme un couple, non ?» Contrairement aux fois précédentes, il portait une veste décontractée et paraissait détendu, presque rajeuni. Moi aussi, j'avais troqué ma tenue élégante habituelle pour un pantalon simple, plus décontracté. Malgré notre âge, nous avions l'impression de vivre un début de relation aussi frais que celui d'adolescent. Mais au fil du rendez-vous, j'ai commencé à percevoir quelque chose d'étrange dans le comportement de Jean. Il faisait souvent des remarques condescendantes. Par exemple, en m'emmenant dans un restaurant légèrement chic, il s'exclama avec fierté. « Tu ne viens pas souvent dans ce genre d'endroit, pas vrai? Ça doit te changer. » Je ne répondis qu'avec un sourire vague. En vérité, ce restaurant faisait partie de mes préférés et j'y avais dîné avec une amie, 3 jours auparavant. Mais je ne voulais pas l'embarrasser, alors je me tus. Un serveur que je connaissais me fit un signe complice et feignit l'ignorance. En m'asseyant, je remarquai la montre qu'il portait. Ce n'était pas un modèle haut de gamme, mais elle restait correcte. C'est une montre différente de la dernière fois. La couleur est jolie, elle vous va bien, le complimentai-je. Gêné, Jean ôta aussitôt sa montre pour me la montrer, croyant que j'étais intéressée. Il me la tendit gentiment. Je la regardai brièvement, sans réel enthousiasme, puis la lui rendis. Mais il insista. « Tu peux regarder de plus près, tu sais? Ce n'est pas souvent qu'on voit un modèle aussi classe. Ne sois pas timide. » Ma réaction n'était pas dictée par la politesse, mais simplement par un manque total d'intérêt pour les montres pour hommes. J'ai fini par accepter, sans grand enthousiasme. Pour moi, une montre n'est qu'un accessoire, je préfère consulter l'heure sur mon smartphone. J'ai donc commenté la montre de façon anodine, comme j'aurais pu parler d'un bibelot chez une amie. Beaucoup de personnes plus âgées que moi en portent aussi, je les vois souvent. Merci de me l'avoir montré. C'est agréable d'avoir un objet qu'on aime.
Jean fit alors une petite moue, et je vis discrètement son regard glisser vers mes affaires. Ce qui attira son attention, c'était mon sac, un modèle que j'affectionne particulièrement. Il avait été confectionné spécialement pour moi dans un atelier que j'apprécie, reflet du savoir-faire artisanal et de mes goûts personnels. Il est aussi très pratique. Un peu cher certes, mais d'une valeur réelle. À ses yeux, il avait l'air bon marché. Je me demandais, tu n'as pas un vrai sac, toi? Tu devrais avoir quelque chose de plus prestigieux. Ce sac avait été fabriqué sur mesure dans une boutique artisanale italienne. Il n'avait bien sûr aucun logo de marque. Le logo de l'atelier du maroquinier figurait en réalité au bas du sac, mais comme je privilégie les designs sobres avant tout, j'avais demandé à ce qu'il reste invisible. Il est difficile, pour quelqu'un qui ne connaît rien aux sacs féminins, d'en estimer la valeur simplement en le regardant. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de rester perplexe face au ton constamment supérieur de Jean. Parfois, j'essayais de relativiser en me disant que c'était un fils à papa, protégé du monde réel. Mais ce malaise ne me quittait pas vraiment. J'ai envisagé un moment de remettre en question l'idée du mariage. Toutefois, comme nous ne nous étions vus que 3 fois, cela me semblait prématuré. J'ai donc décidé d'attendre et d'observer comment les choses évolueraient. Nous avons continué à nous fréquenter. Jean, malgré certaines marques d'immaturité, restait dans le fond un homme honnête. Il ne montrait plus le comportement étrange du début. Personne n'est parfait dès le départ. Avec de la patience et un peu d'effort, l'harmonie finit toujours par naître. C'est ce que disait une actrice d'un certain âge dans une émission que je regardais pour me changer les idées, et je devais admettre que ses paroles sonnaient justes. La semaine suivante, pour notre 5e rendez-vous, nous sommes allés à un buffet d'un hôtel réputé. Étrangement, Jean empila 3 ou 4 assiettes de nourriture. « Tu es sûr de vouloir prendre autant? Ce serait du gâchis si tu ne termines pas, lui dis-je sur un ton léger. Il éclata alors de rire. Du gâchis? Tania, tu parles encore comme une pauvre. C'est pas grave si je jette ce que je mange pas. Je fis une grimace. Il ne comprenait visiblement pas que gaspiller la nourriture ne posait pas seulement un problème d'argent, mais aussi de respect envers les autres clients. La question, ce n'est pas que financière, c'est une question de conscience, d'environnement, de bienséance. Il faut penser au gaspillage alimentaire. Et manger de manière désordonnée, c'est déplacé. Ma voix se fit plus ferme qu'à l'accoutumée. Jean baissa aussitôt la tête et, en triturant ses pâtes, marmonna. « Pardon, ne te fâche pas. Maman m'a dit que tu voulais peut-être m'épouser pour mon argent. » J'ai réagi sans réfléchir. Le mot « maman » résonna dans mon esprit. Je le répétai machinalement. À son âge, appeler sa mère maman de cette façon me semblait étrange. Cela révélait une ambiance familiale particulière. Le rendez-vous s'acheva dans une atmosphère tendue. Jean me raccompagna chez moi en voiture. Au moment de sortir, il me saisit la main. « Mademoiselle Allier, même si je suis comme je suis, accepteriez-vous de m'épouser? Même si ce n'est pas immédiat, être fiancée me suffirait. Je peux attendre autant de temps qu'il faudra. » J'étais surprise par cette déclaration soudaine, mais bientôt, une joie sincère m'envahit. Malgré ses défauts évidents, la sincérité de Jean me toucha profondément. Je me dis que ce qui lui manquait pourrait se construire avec le temps, que je pourrais l'aider à devenir un mari attentionné. 3 mois s'étaient écoulés depuis notre rencontre. Je pensais que le moment était venu d'avancer. Évoluons ensemble en nous complétant. On a tous des défauts et des différences, mais parlons-en, apprenons à les surmonter, dis-je les larmes aux yeux, ému. Mais au moment même où j'acceptais sa demande, Jean recommença à me troubler. On devrait commencer à préparer notre vie commune. Tu devrais d'abord arrêter de travailler, t'occuper de la maison. Et apprendre à faire le ménage avec ma maman, dit-il avec un sourire. Ma joie se transforma en colère. Tu prends un peu trop tes aises. Si c'est comme ça, il n'est pas question de mariage. Adieu, lancez-je. Jean resta sans voix. Je sortis immédiatement de la voiture et rentrai chez moi. Malgré ma décision de prendre mes distances, j'acceptai à contre-cœur un rendez-vous après avoir reçu un message insistant de Jean le week-end suivant. Le jour venu, Jean m'attendait déjà. À peine arrivé, il se leva précipitamment et s'inclina. Je suis vraiment désolé pour la dernière fois. Ce sont mes amis qui m'ont dit de faire le mec autoritaire. Je les ai crus. Ils m'ont même engueulé en me disant que j'étais idiot d'y croire. Ses mots maladroits, son énergie réduite, tout cela fit fondre peu à peu ma colère. Il y a peu, j'avais encore envie de souffler d'exaspération, mais au final, je l'acceptais tel qu'il était. Il est parfois un peu décevant, mais je lui suis attachée.
Jean est quelqu'un de simple, et il a parfois du mal à faire la différence entre une blague et quelque chose de sérieux. Il se laisse facilement influencer et manque de fermeté. Mais personne n'est parfait, non? Garde ça bien en tête, on est quand même fiancés maintenant, dis-je avec un sourire en coin. À ces mots, Jean releva la tête, soudain illuminé de bonheur. Après cette période mouvementée, un mois passa. Il était enfin temps de rencontrer officiellement nos familles pour annoncer notre mariage. La première visite eut lieu chez la famille de Jean. Bien que je connaisse M. Collin depuis longtemps, notre relation avait toujours été strictement professionnelle. C'était la première fois que je me rendais chez lui. J'étais nerveuse. Jean était doux comme d'habitude, mais quelque chose semblait étrange depuis ce matin. Je pensais d'abord qu'il était simplement stressé. À propos de ma mère, commença-t-il. Je me raidis, anticipant les tensions possibles entre une belle-fille et sa future belle-mère. Pourtant, j'avais foi en sa mère, réputée pour être une femme active et travailleuse. La femme de M. Collin, que je croyais bienveillante et douce, m'inspirait confiance. Je pensais qu'en étant sincère, elle finirait par me comprendre. Je me trompais. Dès que je mis un pied dans la pièce où nous devions faire connaissance, un liquide m'éclaboussa le visage. Mes yeux me brûlèrent violemment. Une odeur forte m'irrita le nez, me faisant tousser sans pouvoir m'arrêter. Paniquée, je ne comprenais pas ce qui se passait. Alors, pauvre fille, tu peux me remercier. J'ai effacé ton odeur de misère. Une voix moqueuse résonna. Le goût amer, l'odeur piquante, la chaleur. J'en déduisis qu'il s'agissait de champagne. Mais pourquoi? Pourquoi mériter une telle humiliation? Kelly! Mais qu'est-ce que tu fais? S'écria M. Collin, abasourdi. Tout devint clair. C'était Kelly, la mère de Jean, et ma future belle-mère, qui venaient de me jeter le champagne au visage. Cette voix moqueuse, c'était la sienne. Je repensais aux paroles condescendantes de Jean sur ma prétendue pauvreté. Tout prenait sens, cette attitude venait sûrement de sa mère. Ah! Qu'est-ce qu'il y a, Tania? Tu es trempée. C'est drôle, non? Maman? Lança Jean en riant bruyamment. À ce moment précis, je compris que tout ce que j'avais vécu jusqu'ici n'avait servi à rien. Un immense vide envahit mon cœur. Je vais donc résilier notre contrat avec votre entreprise. Quoi? À cette déclaration, Jean et Kelly s'exclamèrent, pris de court. Ils échangèrent un regard rapide, chuchotant entre eux, sans que je ne sois concernée. En tant qu'étrangère à leur monde, je ne faisais que deviner ce qu'ils se disaient. Il y avait cependant une personne restée silencieuse, M. Collin, blême, les yeux écarquillés. Je me tournai vers lui. Je tiens à vous remercier pour votre coopération jusqu'à présent, M. Collin. C'est probablement grâce à notre accord initial que ce genre de scène ne s'est pas produit plus tôt. Puis, je me retournai vers Kelly et Jean. Kelly regardait son mari avec un air de doute, puis me fixa durement. Jean, lui, scrutait sa mère, comme pour lire sa réaction avant de m'observer à son tour. Je poursuivis calmement, même si ce que j'allais dire allait sans doute les choquer. Une des conditions que j'avais posées pour accepter ce mariage arrangé était de ne pas révéler ma position de dirigeante avant que le mariage ne soit décidé. Je craignais que mon statut interfère. Ma relation avec M. Collin repose sur des années de collaboration professionnelle, bâtie avec rigueur. Je sortis alors ma carte de visite, où figurait naturellement le nom de mon entreprise et ma fonction. Même ceux qui n'ont jamais dirigé une société peuvent comprendre ce que ce titre implique. Enchantée, Madame Kelly. Merci pour votre accueil. Voici ma fonction. Je collabore avec l'entreprise de votre mari depuis plus de 10 ans. Actuellement, ma société est sans doute l'un de vos plus gros clients. J'aimerais bien savoir quel pourcentage de votre chiffre d'affaires elle représente. En voyant la carte, Jean devint livide. Travaillant lui-même dans l'entreprise familiale, il comprit aussitôt l'identité de mon entreprise et son importance pour son père. Je ne suis pas une simple entrepreneur, je dirige une des sociétés partenaires majeures de leur groupe. Si j'ai choisi de cacher mon métier au départ, c'était pour évaluer sincèrement Jean en tant qu'homme et non en tant que prétendant attiré par mon statut. Je ne pouvais pas me permettre une relation fondée sur le paraître, car cela pourrait compromettre la santé d'une entreprise entière. C'est pourquoi je m'étais présentée comme une simple connaissance professionnelle. J'avais même porté des lunettes factices, changé mon maquillage et ma coiffure pour nos rendez-vous. Une mascarade qui, avec le recul, n'aura été qu'une perte de temps. Je suis désolée, Monsieur Collin. Mais je dois refuser cette union. Ce n'est pas seulement une affaire de mariage. Nos transactions aussi doivent être mises en pause, le temps de réévaluer la situation. Je pris place face à lui et lui exposai la situation avec le plus de calme possible.
Monsieur Colin devint encore plus pâle, bafouillant. Nos transactions compromises? C'est impossible. Mais son étonnement sonnait faux. Je secouai la tête, ma décision était irrévocable. Je voulais néanmoins qu'il comprenne que ce n'était pas un coup de tête, mais une décision mûrement réfléchie. Je repris, plus posé encore. Vous m'avez dit vouloir bientôt prendre votre retraite et transmettre votre entreprise à votre fils. Dans ces conditions, il est naturel de se demander si votre successeur est digne de confiance. Peut-être espériez-vous renforcer nos liens à travers ce mariage, mais malheureusement, l'effet a été inverse. À la sortie de l'université, j'ai fondé ma propre entreprise avec quelques amis. Cela fait maintenant plus de 20 ans que je la dirige. Et comme je l'ai déjà mentionné, ma collaboration avec l'entreprise Colin dure depuis plus d'une décennie. Ma société, dirigée avec une sensibilité féminine et une approche unique, a été reconnue pour son originalité et connaît une croissance remarquable ces dernières années. En conséquence, nos échanges commerciaux avec l'entreprise de M. Colin s'étaient également intensifiés. Toutefois, ces derniers temps, des discussions internes avaient été entamées concernant un possible changement de partenaire. C'est dans ce contexte qu'est soudainement apparue la proposition de mariage arrangé. Vu le timing, il est probable que M. Colin ait pressenti certains mouvements stratégiques de notre part. Et cela n'était pas vraiment un secret. Depuis que Kelly et Jean ont découvert qui j'étais réellement, leur trouble était manifeste. J'ai donc décidé de clarifier la situation davantage. En réalité, nous étions en train d'examiner la poursuite ou non de nos transactions avec votre entreprise. J'ai entendu dire que votre société traverse actuellement des difficultés de gestion. Le saviez-vous? Avec la fin prochaine de contrats avec d'autres partenaires, cette information est cruciale. Que voulez-vous dire? S'écria Kelly, secouant nerveusement le bras de son mari. À côté d'elle, M. Colin essuyait son front, visiblement paniqué. L'inquiétude était palpable. Il semblait que les problèmes de l'entreprise n'avaient jamais été partagés avec les membres de la famille. Le regard insistant de Jean, oscillant entre moi et son père, attira mon attention. Bien qu'il travaille dans l'entreprise, il semblait totalement ignorer la situation actuelle. Je trouvais cela très étrange. Je poursuivis calmement. C'est dans ce contexte que M. Colin a fortement insisté pour que je vous rencontre, Jean. Nous en sommes donc arrivés là. Il est probable que cette proposition de mariage ait été envisagée comme une tentative de stabilisation. Vous semblez prêt à tout pour maintenir notre relation commerciale. Kelly tremblait. Ses mains étaient agitées, ses lèvres, blêmes. Pendant que j'expliquais, elle perdait de sa superbe. Elle, qui m'avait méprisée, voyait désormais que sa propre entreprise était en bien pire posture. Autrefois salués pour leur qualité et leur rapidité, les produits de M. Colin sont aujourd'hui technologiquement dépassés. Ils n'ont plus rien d'exceptionnel. Pire encore, les processus de développement et de production sont devenus inefficaces. Aucune avancée sur la réduction des coûts. Les prix sont devenus trop élevés. Et la pression exercée sur les employés dépasse aujourd'hui les standards modernes. La réduction des délais de livraison, imposée sans moyens adaptés, dégrade encore davantage l'image de l'entreprise. Travailler avec une société aussi mal notée peut provoquer un effet domino, ternissant la réputation de ses partenaires. Même une entreprise historiquement installée ne peut survivre avec une structure obsolète et un taux élevé de départ chez les jeunes employés. C'est pour toutes ces raisons que la part de marché de l'entreprise Colin diminue et que ses résultats ne cessent de chuter. Dans un tel contexte, il était naturel pour nous d'envisager d'autres collaborations, plus solides. Comment osez-vous menacer de rompre un contrat pour des raisons personnelles? C'est ignoble. Vous nous faites du chantage. C'est inadmissible. Hurla Kelly, hors d'elle. Ces accusations m'étonnèrent, d'autant plus qu'elle était la cause de tout cela. Le fait qu'elle n'ait même pas commencé par s'excuser en disait long sur sa personnalité. Avant que je ne puisse répliquer, M. Colin s'emporta. Silence. Tout cela est entièrement de ta faute. J'avalai mes mots. Il semblait que ce n'était pas moi, mais bien M. Colin qui subissait ici le plus grand tort. Cette situation explosive, causée par l'attitude déplacée de sa femme, n'était sûrement pas dans ses plans. Lui qui avait tant misé sur une union stabilisatrice. Mais en vérité, il aurait suffi de tenir Jean à l'écart. Il aurait dû informer Kelly bien avant. Maintenant, j'étais simplement soulagée de ne pas avoir à accueillir une belle-mère aussi problématique. Le spectacle de Jean, blême, tremblant, agrippé à la main de sa mère, était pathétique. Voir un homme de 48 ans dans un tel état me glaça. Je lui lançai un regard dur. C'est impossible que quelqu'un comme vous, avec ce sac ridicule, soit présidente d'entreprise.
Et puis, se plaindre du gaspillage de nourriture, comme si vous étiez pauvre. Vous mentez, même sur votre lien avec l'entreprise de mon père. Quelle honte! Lança Jean, furieux. Il voulait visiblement rejeter la faute sur moi. Mais il avait tort. Je n'ai aucun intérêt pour les marques Tapa-Accent-Grave-l'œil. Je préfère utiliser des produits de qualité, issus d'une maroquinerie artisanale locale. Quant à mon commentaire sur la nourriture, il ne venait pas d'un manque de moyens, mais d'un simple bon sens. Commander une quantité absurde de plats pour ne rien n'en faire est tout simplement irrespectueux. Mon sac est une pièce unique, façonnée par un atelier que je fréquente régulièrement. Tout connaisseur y verrait immédiatement la qualité du cuir. Mais apparemment dans cette famille, personne ne s'y connaît. Ce sac coûte bien plus cher que certaines grandes marques commerciales, ajoutai-je. Kelly, soudainement, fixa mes chaussures puis mon sac, les yeux agrandis par la surprise. Puis elle détourna le regard, visiblement honteuse. Ceux qui savent, savent tout simplement. Je poursuivis. Commander beaucoup de nourriture sans pouvoir la finir est non seulement du gaspillage, mais aussi un manque total de respect envers le restaurant. C'est un comportement inacceptable. Et oui, je suis bel et bien la partenaire commerciale de votre père. Que penserait-on si deux présidents d'entreprises partenaires ne se connaissaient même pas? Jean, visiblement contrarié, restait figé. Pendant ce temps, M. Collin, lui, fronçait les sourcils devant l'attitude de son fils. Quand nous avons confirmé que nous nous connaissions bien, Jean baissa les yeux sans dire un mot. Le voir toujours accroché à Kelly paraissait incroyablement puéril, totalement déplacé pour un homme de son âge. Face à tant d'immaturité, je ne pouvais m'empêcher d'éprouver une profonde déception. Si votre société nous abandonne, nous serons au bord de la faillite. Je vous en prie, pardonnez-nous, supplia M. Collin. Ces paroles claires semblèrent enfin faire réaliser à Kelly la gravité de la situation. Jean, à son tour, devint livide, tremblant de tout son être. Maman, murmura-t-il, les larmes aux yeux, toujours agrippé à Kelly. Mais elle ne sut que répondre. En voyant cette scène pathétique, je poussai un long soupir de soulagement. Du fond du cœur, je regrettais d'avoir un jour envisagé de partager ma vie avec un tel homme. Penser qu'il était honnête et que je pourrais le corriger me semblait désormais bien naïf. Je suis tellement désolé, répétait inlassablement M. Collin. Mais ces excuses ne s'accompagnaient d'aucune solution concrète, ni d'initiative pour que Kelly ou Jean prennent leurs responsabilités. Ce genre de situation risquait fort de faire basculer notre relation sur le plan émotionnel. Je fus donc contrainte d'aborder directement la question de nos fiançailles. Parlons de nos fiançailles. Je ne peux envisager d'épouser un homme dont la mère se comporte aussi grossièrement. De plus, il n'a rien fait pour l'arrêter. Au contraire, il a ri avec elle. Vous comprenez, je l'espère, pourquoi cette union doit être annulée. M. Collin acquiesçait doucement, répétant des mots d'approbation. Je poursuivis. Merci pour votre compréhension. Jusqu'à hier, je croyais encore au potentiel de Jean, et c'est ce qui m'a poussé à accepter les fiançailles. Mais aujourd'hui, je me sens soulagée que tout cela soit terminé. Je donnai ensuite des exemples concrets du comportement de Jean, ses nombreuses références à la vie de sa mère, maman a dit. Et surtout, le fait de continuer à l'appeler maman à presque 50 ans. Il utilisait systématiquement l'opinion de sa mère comme un bouclier pour justifier ses maladresses. Et dès que je lui faisais une remarque, il perdait immédiatement toute assurance. Ses comportements étaient nombreux. M. Collin resta bouche bée. Kelly, elle, semblait gênée. Jean, quant à lui, paraissait toujours incapable de comprendre en quoi son attitude était problématique. À propos de l'annulation des fiançailles, ai-je une part de responsabilité ? Demandai-je. M. Collin secoua légèrement la tête. Son attitude m'attrista. Je fis une pause, pris une profonde inspiration pour me calmer. Mais cette simple respiration sembla affoler M. Collin, qui se mit soudain à parler. Je vais divorcer. Jean devra partir avec sa mère. La direction de l'entreprise sera confiée à une équipe compétente. S'il vous plaît, ne nous abandonnez pas. Il venait donc d'annoncer son intention de divorcer de Kelly. Quoi ? C'est hors de question. Je ne peux pas vivre sans ce mariage. Hurla Kelly, stupéfaite. Puis, Jean et elle se mirent à crier à l'unisson. Pourquoi ne nous avoir rien dit? Je suis innocente, pourquoi dois-je partir? Le problème c'est maman, pas moi. Le chaos monta. Écœurée par toute cette scène, je lâchai un vrai soupir, cette fois audible. Eh bien, comme vous voudrez. Merci pour votre temps. Je vais vous laisser, dis-je à M. Collin seul, avant de tourner les talons. Je devais rentrer au plus vite pour emmener mes vêtements de qualité au pressing.
Si les taches de champagne s'incrustaient, il deviendrait irrécupérable. Jean, alors, cessa de protester et se mit à pleurer, comme s'il acceptait enfin la réalité. Kelly tenta une nouvelle réplique, mais fut aussitôt réduite au silence par une remontrance ferme de son mari. Pourtant, elle gardait les mâchoires serrées, beaucoup plus obstinée que son fils. 5 mois après cet incident déplaisant avec la famille Collin, comme on s'y attendait, M. Collin démissionna. Il ne s'agissait pas d'un simple départ à la retraite, mais bien d'une démission, assumant sa part de responsabilité dans la chute des performances de l'entreprise. La principale cause de cette baisse était la rupture de contrat avec ma société. Son ancien collaborateur, désormais président, entreprit une vaste réforme. La fin de la gestion familiale fut bien accueillie et l'image externe de l'entreprise s'améliora nettement. Il lança de nouveaux produits, avec déjà des résultats visibles. À ce rythme, la reprise des échanges commerciaux semblait envisageable. Par ailleurs, M. Collin et Kelly divorcèrent officiellement. Jean partit vivre avec sa mère, comme prévu, pour démarrer une nouvelle vie. Mais des rumeurs font état de conflits quotidiens entre eux. Leur relation autrefois fusionnelle semblait s'être construite sur le seul confort matériel. Après avoir été évincé de l'entreprise paternelle, Jean tomba très vite dans le chômage. Ne supportant plus la dépendance financière de son fils, Kelly l'abandonna chez M. Collin, puis disparut. Il paraît qu'elle vit désormais seule, dans un vieil appartement social, regrettant amèrement son sort. Elle, qui se vantait autrefois de son train de vie somptueux, avait en réalité éloigné tout le monde par son comportement. Aujourd'hui, elle n'a ni aide, ni amis, et s'est transformée en une femme solitaire. Environ 1 an après la retraite de M. Collin, je me rendis par hasard dans son ancienne entreprise, et je le croisai par surprise. « Je suis sincèrement désolé pour tout le tort que je vous ai causé, dit-il. Il m'expliqua qu'il avait légalement cédé la moitié de ses biens à Kelly. Cependant, les véritables raisons de ses difficultés financières étaient ailleurs. Les exigences de Jean et les dépenses extravagantes de Kelly. Malheureusement, tout cela relève de leur responsabilité personnelle et il est difficile d'éprouver de la compassion. L'ancien président Collin, au départ, avait prévu de garder ses distances avec Jean. Mais il fut choqué d'apprendre que son fils, âgé de presque 50 ans, ne savait même pas faire bouillir de l'eau. Finalement, ils ont fini par vivre ensemble. Il semble que M. Collin ait pris en main l'éducation de Jean, en s'impliquant désormais dans les décisions du quotidien. Jean, qui avait toujours dépendu entièrement de Kelly, découvre pour la première fois les exigences de la vie réelle. Je n'ai pas su m'occuper correctement de mon fils ni de ma femme. C'est le malheur que j'ai moi-même provoqué. Même si c'est tard, j'en prends pleinement conscience. J'ai aussi peut-être fait du tort à Kelly. Heureusement, l'entreprise n'a pas fait faillite et il en est soulagé. Aujourd'hui, il reste à la maison et consacre enfin du temps à son fils. Jean, confronté pour la première fois à des tâches ménagères et à des petits boulots, se retrouve démuni. Il pleure souvent, malgré son âge. J'ose espérer qu'il deviendra un jour un homme respectable. Mais je ne souhaite plus jamais avoir affaire à lui d'aucune manière. 3 ans ont passé depuis ce jour. Mon entreprise se porte à merveille. Les résultats sont meilleurs qu'avant et le cours en bourse a augmenté. Côté personnel, je n'envisage plus du tout le mariage. J'avais informé mes parents lors de mes fiançailles et je leur ai expliqué en détail pourquoi je les rompais. En apprenant les faits, ils ont soutenu ma décision, préférant me savoir célibataire que lié à un homme comme Jean. Aujourd'hui, mes parents sont mes plus fervents soutiens et encouragent pleinement ma carrière professionnelle. Je travaille activement chaque jour, tout en ayant intégré de nouvelles passions à mon quotidien. Moi qui étais plutôt casanière, je me suis récemment mise au sport en salle. Et je vois déjà mes muscles se dessiner. Mes collaborateurs me regardent avec admiration, ce qui me rend un peu gênée, je l'avoue. J'ai toujours pensé que le bonheur se construit soi-même. Je ne cherche pas uniquement celui qu'on trouve à travers les autres, mais surtout celui que l'on crée pour soi. Si je devais tomber amoureuse de nouveau, ce serait bien plus tard, à la fin de ma vie. À ce moment-là, je pense qu'on peut se permettre de tout lâcher pour l'amour. Mais ce n'est pas un sujet d'actualité. Aujourd'hui, ma vie est pleine et je suis heureuse. Elle ne fait que commencer et je continue d'avancer vers un avenir radieux.